Bienvenue à tous pour cette deuxième conférence du SEO Square. Un grand merci à toi, Amandine, d'avoir accepté de faire cette conférence à nos côtés. Et l'idée, c'était de partager justement avec vous la success story Wallaxy. Donc, un cas concret, une étude de cas où chez Wallaxy, on va le voir ensemble, vous avez atteint des performances incroyable en un temps record sur de l'international. Et donc, l'idée de cette conférence, c'est que vous puissiez repartir, je dirais, avec des idées d'action pour vous aussi, de votre côté, aller chercher des super perfs côté international. Alors, avant de commencer, peut-être, Amandine, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle chez Wallaxy? Mais carrément, déjà, coucou à tout le monde. Merci de passer ce petit moment avec moi. Alors moi, c'est Amandine, je suis Head of Acquisition chez Wallaxy. Aujourd'hui, j'ai une petite équipe de 6 personnes. Et donc, même si je suis particulièrement passionnée de SEO, je fais aussi pas mal de SEA, donc Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads. Et le but d'aujourd'hui, c'est de vous partager quelque chose de très concret et que vous repartiez en fait avec, clairement, vous savez ce que vous allez faire. Et c'est un peu ce que moi, j'essaye de faire. Donc, chaque conf que je fais pas beaucoup de conférences, mais quand j'en fais une, je veux que vous repartiez clairement avec, OK, je commence par ça, et je sais clairement par quelle étape je dois démarrer et jusqu'où je dois aller. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager comment on a fait, nous, pour prendre notre SEO qui fonctionnait extrêmement bien en France et le dupliquer dans plusieurs langues sans avoir besoin d'avoir des ressources humaines massives, entre guillemets. Et on va le voir ensemble, c'est assez impressionnant. Peut-être, est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que permet la solution Wallaxy? Carrément. Alors, en une phrase, Wallaxy, c'est une extension Google Chrome qui va vous permettre de prospecter sur LinkedIn de manière automatique. Moi, comment je le vois, c'est un peu, on vient vous faciliter la vie sur LinkedIn. Vous allez pouvoir lancer des séquences automatiques pour faire de la prospection, pour partager des articles de blog ou pour récupérer des emails, des numéros de téléphone ou récupérer des gens qui commentent vos posts aussi. Et l'idée, c'est tout simplement de vous faciliter la vie sur LinkedIn, pas perdre 5 heures à faire votre prospection, mais juste avoir des messages à répondre et des leads qui tombent dans votre messagerie. Et d'ailleurs, pour être un utilisateur quotidien de la solution, je peux que vous la recommander. C'est vraiment une solution ultra efficace et ça fait plaisir d'ailleurs d'utiliser des solutions de start-up françaises, la French Tech. Et je crois que justement, à l'occasion du SEO Square, tu nous as préparé une belle offre. Ouais, je vous ai préparé un petit code 20% qui est dispo du coup juste aujourd'hui sur tous les plans de Wallaxy avec le petit code I Love SEO Square. Donc n'hésitez pas à en profiter. Donc, allez utiliser le code promo, allez tester Wallaxy. Vous allez voir, c'est génial pour booster son LinkedIn. Allez, on passe au concret. L'idée du coup, c'est on va regarder ensemble justement les performances SEO de Wallaxy. Et là, je te tiens à te remercier, Amandine. On a passé pas mal de temps ensemble à regarder les différentes statistiques. Et moi, ce qui m'a impressionné quand j'ai vu ça, c'est cette courbe de visiteurs SEO mensuels où on peut voir une hyper croissance ultra impressionnante. On est passé de 18 000 visiteurs SEO par mois à 160 000 en un peu plus de 12 mois. Alors, je pense que chaque site web aimerait viser ce type de performance. Et sachant que ce qui est encore plus impressionnant, vous êtes une startup B2B. C'est-à-dire, autant en B2C, c'est quand même, je dirais, plus simple d'aller chercher ce type de performance. En B2B, c'est quand même très compliqué en général parce qu'en plus, vous êtes sur une niche, prospection LinkedIn, il n'y a peut-être pas 40 milliards de mots-clés non plus. Eh bien, vous avez réussi à aller chercher ce type de croissance en SEO. Et quand on regarde aussi vos données analytics, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment votre levier de trafic principal, c'est justement le canal organique. On peut le voir dans le camembert en haut à gauche, 86%. En moyenne, sur le web, on dit en moyenne, c'est 51%. Bon, ça dépend des secteurs, bien entendu. Mais vous êtes à 86%. Donc, c'est-à-dire que vous avez vraiment misé vos investissements sur le SEO, notamment quand on regarde le trafic à travers les langues de contenu, parce que vous avez des contenus de blog en français, en anglais, mais en plein d'autres langues, en espagnol, en italien, etc., etc. Eh bien, on peut voir que, bien entendu, vous avez les contenus français qui sont un énorme levier de croissance. Vous avez des contenus anglais qui captent du trafic, mais au final, les autres langues,
eh bien, apporte plus de trafic que la partie anglais. Alors qu'en général, c'est vrai que quand on est startup, on dit ah bah, c'est français, c'est anglais, les autres langues on verra dans 5 ans. Et vous avez pris le pas directement, le parti en fait de faire des contenus directement dans 12 langues. Donc ça, c'est vraiment ultra impressionnant. Et quand on regarde les statistiques de trafic, notamment à travers les différents pays, eh bien, on peut voir quoi? On peut voir que, OK, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a un peu du USA, mais il y a du Brésil, de l'Inde, de l'Italie. En fait, il y a plein d'autres pays. Et donc, vous arrivez à percer des marchés grâce à votre stratégie SEO. Et vous seriez cantonné que à la France, a priori, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'aller chercher ce type de croissance, a priori. Donc ça, c'est vraiment top. Donc justement, est-ce que tu peux nous éclairer sur la recette magique chez Wallaxy pour aller chercher ce type de performance? Parce que je pense que dans l'audience ici, tout le monde aimerait viser ce type de croissance. Écoute, carrément, aujourd'hui, en gros, sur notre trafic, il y a 43% de notre trafic qui est généré par ces langues qu'on a lancées, donc en dehors du français et de l'anglais. Et c'est des langues que j'ai lancées dans ce que j'appelle une V1, c'est-à-dire que c'est des langues que j'ai traduites de manière automatique, il n'y a pas une personne qui est repassée dessus. Et donc là, clairement, on va voir comment je lance mon blog dans plusieurs langues. La première étape, ça va être donc de définir cette V1 ensemble et comment vous allez lancer votre V1, analyser ces résultats pour qu'ils marchent, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour la V2. Donc, sur la slide suivante, là, clairement, la première étape, c'est d'abord, il faut que vous définissiez c'est quoi votre langue SEO la plus forte. Nous, c'est le français. C'est là où on est le meilleur et là où on génère le plus de visiteurs. Et l'idée, ça va être d'aller chercher vos 10 meilleurs articles dans votre langue forte. Quand je parle de meilleurs articles, ça va être ceux qui vous génèrent le plus de trafic SEO et ceux qui sont le plus optimisés en SEO. Donc, vous allez faire votre petite liste avec vos 10 articles. Ensuite, clairement, vous allez prendre cette liste et vous allez la traduire. Donc, on va voir ça sur la slide 2. Et on va traduire cette liste en passant par un outil de traduction automatique. Donc moi, je passe par DeepL. Je passe par DeepL tout simplement parce qu'on a eu des très bons retours au niveau support client de la part des langues qu'on a lancées, justement, en nous disant que la traduction n'était pas parfaite et elle n'était pas non plus écrite par un natif, mais que très clairement, c'était apprécié d'avoir du contenu dans leur langue et que oui, il y avait des petits mots qui pouvaient parfois ne pas être utilisés de la bonne façon, mais dans sa globalité, déjà, ça correspondait bien. Pourquoi on utilise DeepL aussi? C'est tout simplement parce que c'est intégré à WordPress, traduction en un clic, et c'est surtout que ça conserve la mise en forme. C'est-à-dire que quand je vais traduire du français au portugais, je vais conserver ma structure d'article, donc mes titres, mon gras, mes liens, mes emojis, mes images, mes gifs. Bref, un gain de temps fou parce qu'en fait, je ne recommence pas de zéro. En fait, il y a juste mon texte qui passe en portugais. Et petit plus, c'est que ça coûte 20 € le million de caractères. Donc, pas négligeable. Si surtout on veut juste faire un test pour voir si on arriverait à percer un marché. Ouais, parce que ça, c'est vrai que quand on va traduire des articles, en fait, remettre en forme un article de A à Z, en fait, on peut vite perdre plusieurs heures, quoi. Beaucoup d'heures. Donc là, c'est quand même une astuce sous WordPress ultra efficace. Ensuite, donc une fois que j'ai traduit du français, donc là j'ai traduit du français au portugais, vous voyez que ça conserve tout cet aspect mise en forme, mais il y a quand même des bonnes pratiques à respecter quand on utilise un outil de traduction automatique. Et l'idée, c'est que je vous fasse un petit récap pour vous éviter de faire les mêmes boulettes que moi j'ai pu faire. Donc, slide suivante, on va voir du coup toutes les bonnes pratiques. Le premier truc à faire, ça va être de changer la requête cible que vous allez cibler. Parce que forcément, votre article français cible un mot-clé français. Donc, il va falloir aller chercher un mot-clé dans la langue. On va faire attention aux liens internes et externes qu'on aura mis dans la langue française qu'il faudra lancer donc, dans l'autre langue. N'oublie pas l'URL de l'article qui ne reste pas en français. Et pareil, il faudra penser à changer tout ce qui est titre et métadesk pour bien rassurer l'utilisateur sur le fait que le contenu est dans sa langue. Et aussi pour avoir un meilleur taux de clic. Donc, pour voir en détail, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Donc, comment je vais retrouver en fait cette requête dans ma langue? Tu vas prendre ta requête française, tu vas la traduire dans la langue que tu souhaites, et là, moi, je vais utiliser SEMrush, je vais aller analyser ma meilleure opportunité. Par exemple, là, j'ai voulu traduire prospection en espagnol, et c'était important pour moi de vérifier si est-ce que ce mot-clé prospection, il est utilisé comme il doit être utilisé.
C'est-à-dire que parfois, moi, je vais utiliser prospection, je vais penser que dans ce pays, ils utilisent ce mot-clé-là, mais c'est peut-être pas le cas. Donc, il faut vraiment faire attention à quelle va être ma meilleure opportunité. Peut-être que eux, ils parlent plus de qu'est-ce que la prospection, prospection automatisée, enfin bref. Ça coûte rien d'aller checker vraiment est-ce que ça sera votre bon mot-clé à vendre par une petite analyse. Oui, puis en plus, ça permet de comprendre aussi, j'imagine, les intentions de recherche autour d'une thématique dans un pays. Clairement. Quoi. Clairement, vous allez voir aussi, vous allez pouvoir avoir aussi d'autres opportunités, plutôt pratiques. Ensuite, cette nouvelle requête que tu auras trouvée, tu la prends, tu la mets dans ton URL, tu la mets aussi dans ton métatitre, dans ta métadesk, petit tips. Et c'est surtout la chose la plus importante pour moi, c'est qu'on va aller changer les liens internes par des liens dans la langue. C'est-à-dire que tu vas pas rediriger ton utilisateur portugais vers un article français. Ça n'a pas de sens. Il vivra une mauvaise expérience d'utilisateur. Il va voir ton article, il va le fermer. Donc, tes stats SEO prendront un petit coup aussi. Pour moi, tu vas aller faire du lien interne vers des articles portugais que tu as déjà traduits. Si tu n'en as pas encore, pour moi, tu n'en mets pas. Il vaut mieux ne pas mettre de liens que de mettre des liens qui n'ont pas de sens pour l'utilisateur. Vraiment, je vais vraiment vous tartiner sur ça un peu pendant toute cette conf, mais les liens, il faut qu'ils aient du sens. Pareil pour les liens externes, tu vas aller chercher des liens qui sont quali dans la langue. C'est-à-dire que tu vas aller chercher, par exemple, sur ta thématique, nous, LinkedIn, est-ce qu'au Portugal, est-ce qu'il y a des acteurs autour de LinkedIn qui sont vraiment reconnus, qui ont de l'expertise, et c'est ces liens-là qu'on va aller mettre dans notre article et qu'on va les recommander. Et clairement, une fois que tu as fait ça, c'est-à-dire que tu as ta liste, tu as checké ta requête cible dans la langue, tu as des bonnes pratiques, tu as traduit et c'est parti, quoi. Tu vas, tu te lances. D'ailleurs, je rebondis par rapport à un message dans le chat qui disait c'est peut-être important de retravailler le texte avant de publier. Là, après, j'imagine, tout dépend de la stratégie. Vous êtes plutôt en mode on lance, puis après, on verra derrière pour améliorer. Bien entendu, vous pouvez utiliser tous les mêmes tips, mais retravailler le texte directement en amont. Tout dépend après forcément de votre stratégie en interne. Et donc après, il y a une 6e étape sur l'analyse des résultats, c'est ça? Ouais, carrément. Mais oui, très clairement, ça dépend de la strat. Mais chez nous, on préfère lancer, voir si ça marche et améliorer après, plutôt que de passer 6 mois à préparer un lancement et en fait ne jamais avoir de résultats, entre guillemets. Ça, c'est le mode startup. Ouais, startup. Ensuite, comment on va faire pour analyser ces résultats? Alors, comment je sais si mon trafic italien que je vais lancer, ça marche? Donc, tout simplement, on va créer un filtre analytics par langue. Donc, on va aller dans Google Analytics, rendez-vous dans l'onglet administration. Et en fait, on va créer une vue par langue. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Et en gros, une fois qu'on a créé cette vue, donc une vue égale une langue, on va créer un filtre par langue qui va permettre en fait de séquencer le sous-répertoire et donc de capter le trafic que de par exemple votre trafic allemand, que de trafic italien. Et voilà, donc comme ça vous pourrez analyser votre trafic par langue. Vous avez aussi, si vous n'êtes pas fan, vous n'utilisez pas vraiment Google Analytics, vous pouvez aussi passer par SEMrush, qui lui vous fait une analyse de trafic par pays, qui sera bien sûr moins précise que Google Analytics et vous aurez des résultats un peu plus bas, mais ça marche aussi. Et d'ailleurs, petite question, Amandine, parce qu'en SEO international, la question revient souvent. Là, vous êtes plutôt sur une approche dossier par langue pour les contenus. Est-ce que vous vous étiez posé la question justement, est-ce qu'on fait par dossier? Est-ce qu'on fait des noms de domaines différents, des sous-domaines différents? Est-ce que vous étiez posé la question ou naturellement vous avez dit non, on fait dossier, on ne réfléchit pas? Ouais, on n'a pas trop réfléchi, on s'est dit ok, on fait sous-répertoire. On sait que ça marche, donc on le fait. On sait que ça marche, on y va. Bonne réponse. Et après, tu fais quoi du coup? Et donc, une fois que vous avez fait votre traduction, vous avez vos filtres pour analyser vos résultats, vous allez pouvoir voir très clairement, vos résultats ils vont arriver en quelques semaines. Vous allez rapidement voir si vous captez du trafic organique dans la langue. Mais je vous conseille quand même de garder 3 à 4 mois avant pour avoir une vraie vision de est-ce que ça marche ou pas. De regarder si mois par mois, votre trafic italien il est en croissance ou est-ce qu'il a été un petit peu en croissance et d'un coup, pouf, ça se casse la figure. Vraiment, laissez-lui un petit peu de temps quand même. Et ensuite, si pour vous, c'est un marché qui fonctionne, votre trafic qui marche, et ben là, vous pouvez passer sur ce que nous, on appelle une V2. C'est-à-dire qu'on va aller faire corriger nos articles par quelqu'un qui parle la langue et on va vraiment essayer d'améliorer aussi un petit peu le score SEO
et donc de tout miser sur ces 10 articles. Si une fois que ces 10 articles, donc traduits par un natif, un petit peu réoptimisés SEO et refonctionnent, dans ce cas-là, on fait une étude de mots-clés dans la langue et on y va à fond. C'est-à-dire qu'on va traduire encore plus d'articles et limite, on va aller aussi créer du contenu qu'on n'a peut-être pas en français, mais qui va être nécessaire dans la langue. Oui, donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est pour tester une langue, je rappelle à l'audience, vous avez 12 langues aujourd'hui, donc c'est énorme. C'est vraiment, je traduis 10 articles, au final avec assez peu de moyens, mais ça permet de lancer des tests très rapidement. Et si on voit que ça mord, si on voit que ça rapporte du trafic SEO, là, on les améliore et on améliore la stratégie dans la langue au global, quoi. Donc, c'est vraiment en mode pour tester un marché avec très peu de moyens au final, quoi. Très peu de moyens, très rapidement. Je sais qu'en général, en une journée, de notre côté, on arrive à lancer ces 10 articles sur les langues, quoi. Vous testez d'un point de vue SEO un marché en une journée. C'est ça. Donc, c'est plutôt mode sympa. startup. Mode startup. Alors, il y a une question dans l'audience. Sur quel plugin vous utilisez, notamment pour côté WordPress, pour gérer le multilingue? Ok. Moi, j'utilise Polylang qui ne m'a jamais fait faillite, autant en termes de performance SEO, c'est-à-dire qu'il n'a pas alourdi mes perfs, et une gestion des langues qui est très simple et jamais de bug, quoi. Donc, Polylang. Très bien. Top. Alors, là, et d'ailleurs, combien de contenu vous avez produit, je dirais, en échelle de grandeur sur chaque langue? Alors, en tout, là, on a un peu plus de, je crois qu'on a un peu plus de 3000 articles sur le blog, et on a à peu près entre 200 et 500 articles par langue, dépendant de à quel point on a lancé la langue un peu plus en avance. Donc, vous avez fait une production de contenu vraiment très régulière et très importante. Alors, justement, ce qui est intéressant, notamment en B2B, en fait, parce qu'autant en B2C, les boîtes sont beaucoup plus habituées à investir en contenu. Peut-être qu'en B2B, c'est un peu moins le cas, sauf côté startup, justement, puisqu'ils savent qu'en général, investir en contenu, ça va permettre de percer des marchés. Et on remarque notamment qu'au final, eh bien, il y a quand même un tiers des entreprises B2B qui ont personne en fait sur le contenu, et après 2 tiers des entreprises B2B qui vont mettre des personnes à temps plein sur le content marketing. Et donc justement, est-ce que toi, tu peux nous expliquer chez Wallaxy combien de personnes vous avez sur la partie contenu? Parce que là, tu disais plusieurs milliers d'articles, c'est du boulot. C'est du boulot. Et puis, quel est votre process en fait pour y arriver? Alors, en termes d'équipe, donc on est 5 personnes plus une personne en freelance. Il y a une personne qui pilote la stratégie de contenu, c'est-à-dire qui va décider qu'est-ce qu'on écrit, pourquoi et comment on l'écrit. Ensuite, on a deux rédacteurs en interne à temps plein. Un assistant SEO SEA qui va un peu venir apporter un regard neuf sur écouter ces articles, il est publié depuis X jours, mais je pense qu'on peut l'optimiser. En gros, un regard neuf qui va venir nous challenger sur la stratégie qu'on a. Et à côté de ça, du coup, on a un freelance qui bosse à rythme de 50 heures par mois pour gérer toutes ces traductions. Justement, ces 12 langues, pour être sûr que tous nos articles soient toujours… on sort un article vendredi, et on espère que vendredi d'après, il y aura les 12 langues dans cet article-là. Donc là, ça fait 5 personnes en interne, une personne en externe. Vous êtes combien en tout chez Wallaxy? Du coup, je crois qu'on vient de passer à 34 personnes. 34 personnes. Donc, c'est quand même une grosse partie de l'équipe quand même, enfin une part non négligeable de l'équipe, est vraiment très focus sur cette partie contenu, SEO, acquisition. Et ce qui fait que en mettant en place les bonnes compétences, les bonnes ressources, ça permet justement d'aller chercher ce type de croissance. Donc ça, c'est intéressant parce que dans les entreprises B2B, c'est assez rare au final d'investir autant. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, quel est le process justement pour aller chercher ce type de performance? Alors, pour aller chercher ce type de performance, technique j'appelle le shotgun, mais clairement, on définit la thématique qu'on voulait. Par exemple, nous, on est sur LinkedIn. Donc, on voulait être expert en quoi? LinkedIn. On voulait que les gens nous reconnaissent en tant qu'experts de LinkedIn au global. Autant Google que les gens. Et en fait, on s'est dit, on prend LinkedIn et on va écrire que sur ça. Littéralement, on va penser la thématique. Donc là, on fait une étude de mots-clés. On va aller chercher toutes les questions possibles, tous les mots-clés auxquels on pourrait répondre. Aujourd'hui, on est même sur Emoji LinkedIn, même si ça n'a pas un impact business direct, dans le sens où c'est pas prospecté sur LinkedIn, mais ça nous garde dans ce flux constant de on est expert autour de cette thématique-là.
Ensuite, une fois qu'on a notre étude de mots-clés, on va aller faire un planning éditorial, c'est-à-dire on va publier quoi, quand et à quel rythme surtout. Nous, on s'est planifié entre 2 à 3 articles par semaine pour apporter un rythme régulier à Google, toujours lui donner à manger. Aujourd'hui, peut-être qu'on est en train de passer sur un rythme de production un peu moins constant, enfin un peu moins lourd, entre guillemets, on va passer plutôt à 1 à 2 articles par semaine et on va passer plus de temps à optimiser les contenus existants, parce que pour moi, il y a tout intérêt aussi à revenir sur des contenus qu'on a déjà faits, à les mettre à jour et à leur donner encore plus de puissance SEO. Donc une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on écrit, quand et pourquoi, on va faire un petit brief sur chaque requête en disant, bah voilà, ce mot-clé-là, profil LinkedIn, on voudrait que dedans tu parles de telle personne, on voudrait qu'il aille chercher telle intention de recherche, on voudrait qu'il fasse à peu près tel nombre de mots, et on va le répartir en fonction des différents rédacteurs. Et surtout, nos articles, on va les planifier, c'est-à-dire qu'on ne va pas publier à flux tendu, on ne va pas écrire jeudi pour publier vendredi. Tous nos articles, en général, on a 1 mois d'avance. Pour déjà des questions de rythme, de s'assurer qu'on fournira le même rythme à Google et qu'on aura toujours cette constance, mais aussi pour le fait d'être à l'aise et d'être moins sous pression. C'est-à-dire qu'il y a une personne dans l'équipe qui peut être malade, il y a une personne dans l'équipe qui peut partir en vacances, il y a une personne dans l'équipe qui peut ne pas avoir envie d'écrire aujourd'hui et c'est OK, parce qu'on a envie que les gens qui lisent nos articles, bah, ils sentent qu'on a eu envie de les écrire et qu'ils sentent que même nous, on s'éclate à faire ça. Et honnêtement, si tu n'as pas envie d'écrire, ça se ressent. Et ça se lit. Donc, on planifie pour éviter des risques de casser un peu ce rythme, casser cette croissance, et puis pour que tout le monde écrive dans un rythme plus cool. Et ensuite, on publie. Une fois qu'on a publié, on attend quelques semaines et on commence à analyser les résultats. Je trouve l'astuce de planifier un mois à l'avance, l'article est prêt, vraiment extrêmement intéressante de ce que je comprends dans un enjeu d'être beaucoup plus zen dans le processus de produire autant de contenu, quoi. Donc, super intéressant, en effet. Très, très intéressant. Et du coup, justement, bah, au sein de Wallaxy, qui participe sur la stratégie de contenu au global? Clairement, tout le monde. tout le monde produit du contenu chez Wallaxy. C'est un peu ce qu'on appelle la stratégie Avengers, mais si tu es au support client, bah, tu vas écrire des articles, clairement. On leur fait une formation aussi un peu SEO pour qu'ils aient les bonnes pratiques de rédaction. Et ils vont écrire plutôt des articles qui vont être axés client. Donc, le client a besoin peut-être de savoir comment faire fonctionner Wallaxy dans tel cas. Les business développeurs vont plus aller chercher des études statistiques, genre quels sont les 3 messages qui fonctionnent le mieux pour prospecter sur LinkedIn, des choses comme ça. La community manager, elle va faire des webinars. Et ces webinars, nous, on va les transformer en articles SEO. Et pareil, bah, après, il y a la team SEO qui va être là pour alimenter le blog avec des articles et des guides. Mais dès que quelqu'un peut produire du contenu, on le fait. Et dès que quelqu'un produit du contenu, on essaie de le recycler aussi. Un podcast va devenir un article, un webinar va devenir un article, cet article va devenir un post LinkedIn, ce post LinkedIn va devenir un webinar. Tu vois, c'est vraiment... on recycle à fond le contenu. Et ce serait quoi le conseil d'ailleurs pour, je dirais, l'audience, pour donner envie au global, aux équipes? Parce que là, j'entends, voilà, tout le monde participe au contenu, mais comment on fait pour motiver tout le monde à faire du contenu? Alors, je pense qu'on a beaucoup de chance chez nous parce que les gens sont très motivés déjà de base pour partager en fait leur vision sur le blog. Je trouve que c'est toujours gratifiant de pouvoir se dire, bah moi j'ai mon expertise et ok, c'est pas mon métier de rédiger, mais je peux apporter mon expertise et je peux apporter vraiment quelque chose par exemple en tant que support client. C'est moi qui suis en contact direct avec le client. Je sais ce que le client recherche, je sais ce que le client a besoin. Donc ouais, là, il va y avoir un article qui va être carrément axé intention de recherche, même si ils connaissent pas forcément les termes SEO. Et en fait, chacun partage sa patte et chacun a sa patte sur le blog. Et c'est toujours gratifiant de pouvoir dire, bah ça, c'est moi qui l'ai rédigé. Super, top. Et du coup, on voyait que vous avez du coup créé des contenus dans 12 langues, donc c'est énorme. Et forcément, quand on est, alors notamment une start-up, ça fait toujours rêver l'international. Mais tout de suite, la question, c'est OK, mais je commence par quelle langue ou je commence par quel pays? Vous, justement, comment vous avez fait pour prioriser en fait les différents types de langues pour les contenus? Alors, pour prioriser, je me suis basée sur 3 facteurs. Le premier, c'est qu'on va regarder tout simplement notre nombre d'utilisateurs au support client. Donc, nous, on utilise Intercom pour le support client, qui est une app. Et en fait, il nous permet d'avoir une map et de savoir clairement la provenance de nos visiteurs au support, ils sont d'où.
Et c'est pour moi un premier indicateur. Par exemple, si je vois que j'ai un pic de personnes de support en Italie, alors qu'on n'a pas de notre landing qui est en italien, on n'a pas de blog en italien, on ne communique pas en Italie, c'est un facteur hyper intéressant. Ça veut dire que le marché est peut-être déjà un peu prêt par là-bas et que je vais pouvoir aller poncer un peu et leur proposer du contenu autour de LinkedIn. Ça, c'est clairement mon premier facteur. Super. Ensuite, et juste une petite question, Amandine, parce que du coup, on pourrait se poser la question, mais OK, si tu n'as pas encore lancé la langue de contenu italien, comment ça se fait que tu aies des utilisateurs italiens qui utilisent Wallaxy? Comment vous faites? Je pense que globalement, on a quand même une certaine notoriété, surtout autour de LinkedIn. Il y a aussi des influenceurs LinkedIn en fonction des pays. Et forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont compris que LinkedIn, c'était pas que pour trouver un job, mais c'était aussi pour trouver des leads et qu'il y avait une belle base B2B à exploiter. Donc, c'est en tout cas une supposition, mais je pense qu'il y a déjà des personnes qui sont déjà un peu avant-gardistes en fonction des marchés. Super. Top. Et du coup, pour le nom du support client, c'est Intercom. Je sais pas si ça peut chat. Ensuite, mon deuxième facteur, c'est que je vais aller chercher mes concurrents, leur trafic, il provient de où. Donc, je vais utiliser l'outil SEMrush et je vais aller regarder comment se compose leur trafic. Si par exemple, mon concurrent, il est en Espagne, il est parti en Espagne et il y a une partie de son trafic qui est espagnol, ça va me mettre un peu la puce à l'oreille. Je vais me dire, OK, moi, pourquoi je ne me suis pas lancée en Espagne s'il y a du volume et que surtout, il y a de la place et qu'il y a de la demande. Pareil pour l'Italie. Et je vais régulièrement aller regarder si mes concurrents, ils se lancent dans un nouveau pays. Et si surtout ils ont des résultats, et ça me préchauffe un petit peu un pays, je me dis, s'il a déjà percé, je peux y aller aussi. Analyser les concurrents, toujours très, très important. Toujours très pratique. Hein. Et ensuite, je vais aussi faire tout simplement une étude de mots-clés dans le sens où je vais aller regarder, nous on a des mots-clés phares, tu vois, pour notre SEO. C'est ceux qui sont les plus importants pour nous, qui vont nous générer le plus de trafic. Et je me suis tout simplement dit, je vais aller regarder si ces mots-clés-là, ils ont aussi un impact dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a aussi du volume? Est-ce qu'il y a aussi de l'intention de recherche? Donc, je suis allée tout simplement faire une étude de mots-clés sur mes mots-clés phares dans d'autres pays, au hasard. Hein. Clairement, au début, l'espagnol, je l'ai lancé comme ça. Je me suis dit, vas-y, je vais aller voir si ça cherche. Et il y avait carrément de la réponse. Et ça peut des fois, je trouve des opportunités, tu vois, en italien. J'aurais pas pensé à lancer l'italien comme ça de manière assez intuitive. Et quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de recherches autour de LinkedIn, je me suis dit, OK, ils sont un peu chauds là-bas. Donc, ils sont mûrs. Ouais. Ils sont mûrs pour ma solution. C'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu des surprises, entre guillemets, parce que sur le screenshot là que tu partages, ce qui est intéressant, c'est on voit, OK, le mot-clé prospection, il fait 3 fois moins de volume en Espagne. Donc, on pourrait dire, OK, potentiellement, mon marché est 3 fois plus petit. Mais en parallèle, il y a peut-être aussi 3 fois moins de concurrence. Et donc, on sait bien, hein, quand on arrive premier sur des mots-clés versus 10e sur Google, c'est quand même 10 fois plus de trafic potentiellement. Est-ce que vous avez eu des bonnes surprises comme ça où vous disiez, ah bah tiens, plus petit volume, mais en fait, vu qu'il y a moins de concurrence, on a plus de parts de marché? Tout le temps. Tout le temps. Enfin, carrément, tout le temps. Enfin, sur la majorité des langues qu'on a lancées, on a nos 10 articles que je vous parlais au début, là, nos 10 articles qui sont les meilleurs en français, en général, se placent dans le pays premier ou dans le top 3 en moins de 2 semaines. Donc, à chaque fois, on me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, comment on peut, en moins de 2 semaines, se placer, genre, par exemple, la prospection en espagnol, on est premier sur prospection en Espagne. Ça s'est fait en moins de 2 mois. On s'est dit, mais c'est une opportunité qu'on n'aurait pas voulu rater. Et oui, donc on a des surprises un peu tout le temps. Super, c'est les low hanging fruits. Vous êtes allé partir. Voilà, ça c'est important, je pense, à avoir en tête. Souvent, on rêve de percer aux États-Unis, notamment quand on est une start-up, mais il faut savoir attaquer aussi les océans bleus, en fait. Donc, très intéressant. Et je réponds juste à une petite question que je viens de voir dans le chat. Effectivement, on a eu une seule langue qui n'a pas fonctionné. On a beaucoup d'utilisateurs de base qui proviennent de l'Inde. Du coup, on s'est dit, on va lancer le blog en indien. Et ça n'a pas du tout marché parce qu'ils parlent l'anglais, en fait. Ils cherchent en anglais. Et ils font tout en anglais. Donc, l'indien n'a pas fonctionné pour nous. Et une bonne surprise qu'on a eue, c'est qu'on a tenté le japonais, mais vraiment comme ça. Hein. Alors, on s'est dit, venez, on tente le japonais. C'était vraiment... Il n'y avait pas vraiment de raison particulière. C'était, on tente, on a envie d'avoir le blog en japonais. Et ça a super bien marché. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pour relire les textes et retravailler les liens, ça doit pas être simple. C'est ça. Et du coup, des fois, ça nous arrive d'avoir des langues qui ne sont pas dispo dans DeepL. Effectivement, parce que DeepL ne couvre pas toutes les langues. Dans ce cas-là, on passe par un Google Trad
classique et du coup, ça va nous demander plus de temps parce que là, ça ne conserve pas la mise en forme, mais sur certains pays, on a envie de le tester, donc on le fait. Nice. Et du coup, le dernier truc que je fais aussi, c'est que je vais analyser le marché dans le pays. Donc, je vais aller, par exemple, sur le mot-clé prospection, je voulais aller voir c'est qui les acteurs qui sont déjà sur ce mot-clé-là. Est-ce que je peux rivaliser, en fait? Est-ce que, même au niveau autorité de domaine, je peux rivaliser? Est-ce que je ne suis pas trop petit par rapport à lui? Et je vais aller voir est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà sur ces mots-clés-là et est-ce qu'ils sont dans une démarche de SEO aussi. Parce qu'il y a des fois, il y a des mots-clés et il n'y a pas de SEO. En fait, c'est clairement, son article n'est pas optimisé, quoi. Et je me dis, là, l'opportunité, elle est massive. Genre, je fais un minimum d'optimisation et je passerai devant. Donc, sympa aussi avant de vous lancer. Oui, donc ça, c'est intéressant. C'est que tu regardes, OK, tel pays, je regarde les contenus qui se positionnent en première page, tu regardes le niveau d'optimisation des concurrents. Si tu vois qu'il est très faible, tu te dis, ah bah là, ça va être facile, quoi. Ça sent bon. Ça. Super. Ça, exactement. Super. D'ailleurs, du coup, je regardais les statistiques. Faut savoir que selon une étude de Ahrefs, sur le web, vous avez seulement 9% des pages qui captent du trafic SEO. Ça, faut l'avoir en tête. Potentiellement, quand vous avez des pages sur votre site web, vous avez une chance sur 10, hélas, de faire du trafic avec vos pages. Chez Wallaxy, c'est bien mieux. 51% des pages captent du trafic, c'est-à-dire que vous faites un réel travail d'optimisation SEO de vos pages. Est-ce que tu peux justement partager avec nous des conseils, des bonnes pratiques pour bien optimiser les contenus, notamment là dans toute la partie stratégie Wallaxy, j'imagine le gros des pages, c'est plutôt des articles de blog. Donc, comment vous faites pour les optimiser, quoi? Alors, mes petits conseils pour avoir un contenu SEO qui déchire, c'est-à-dire qu'il y a un peu la to-do list à faire pour être sûr 90% du temps que ça marche. La première chose, c'est que penser SEO, c'est cool, mais la première chose, c'est qu'il faut penser aux utilisateurs et surtout penser à la personne qui va vous lire. C'est super nécessaire, je suis d'accord avec vous, de faire de l'optimisation SEO, de s'assurer qu'on a une bonne longueur de texte, qu'on répond aux bonnes questions, qu'on fait attention aux balises title, on met des liens, etc. Mais pour moi, la première chose à faire vraiment, c'est on pense à la personne qui est en train de nous lire. Et si la personne qui est en train de nous lire, elle passe un mauvais moment, pareil, tes stats SEO vont pas fonctionner. Si tu arrives sur ton article, tu commences à scroller parce que tu trouves pas ta réponse, clairement, moi, c'est ce qui m'arrive sur pas mal de sites, ça me saoule. J'ai pas envie. Et du coup, j'ai pas envie de faire subir ça aux gens qui viennent lire un article chez moi. Et j'ai pas non plus envie de le lire. Donc, première chose, on pense aux gens, on pense à la personne qui va lire. Et ensuite, on applique le SEO. Bien sûr, il faut un certain nombre de critères SEO pour répondre à ça. Et du coup, sur la slide suivante, je vais vous expliquer. Surtout, la première chose à faire pour moi, avant de rédiger, c'est de penser à l'intention de recherche. C'est-à-dire, je veux écrire sur un profil LinkedIn, prospection LinkedIn. C'est quoi ce à quoi la personne s'attendait? En fait, qu'est-ce qu'elle cherchait? Est-ce qu'elle voulait plutôt un tutoriel? Est-ce qu'elle voulait un outil? Est-ce qu'elle voulait vraiment des exemples de profil LinkedIn? Et en fait, c'est la première chose à faire avant de commencer à rédiger, c'est se mettre dans la peau de la personne et se dire, en fait, qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle cherche? Et si tu lui proposes un site e-commerce alors qu'elle cherchait un guide tuto, tu vas être à la ramasse déjà. Et en plus, tu vas pas être super bien référencé. Du coup, il faut capter ces différentes intentions de recherche. Pour les capter, donc, un mot-clé peut avoir plusieurs intentions de recherche. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi, je vais chercher acheter AirPod demain sur Google que je vais forcément avoir qu'une intention d'achat. Je vais peut-être avoir une intention de comparatif, peut-être avoir une intention de OK, c'est quoi les avantages des AirPods. Donc, il faut bien réfléchir avant à oui, il faut capter l'intention de recherche, mais il faut aussi penser qu'il peut y en avoir plusieurs. Pour capter ces intentions de recherche, il y a plusieurs solutions. La première, c'est tout simplement tu te mets dans la peau de la personne et tu vas aller toi-même taper le mot-clé dans Google, regarder un peu ce que les premiers résultats, regarder ce que Google met en avant. Des fois, il va mettre en avant des vidéos, donc est-ce que peut-être la SERP, elle est plutôt à une intention de recherche de vidéos. Tu peux utiliser aussi l'outil SEMrush qui va tout simplement te donner les types d'intentions de recherche. Et du coup, dans le cas-là, où nous, on est en train de tester SEMJ chez Wallaxy aussi, SEMJ donne aussi les différentes intentions de recherche sur un mot-clé. Ça, je pense, c'est un point qui est très important là que tu donnes. Ce côté, je me mets dans la peau de mon audience. Rien que dans mon audience, il y a des personnes différentes et qui vont elles-mêmes rechercher plusieurs réponses à leurs questions. Ça, c'est vraiment un point qui est très, très, très important. Parce qu'a priori, pour faire le meilleur contenu qui répond au mieux aux attentes de l'audience,
il faut se mettre dans les baskets de son audience. Donc, c'est vraiment un point qui est très clé. Et c'est vrai que la chance qu'on a d'ailleurs en SEO, c'est que sur n'importe quelle thématique, on a cette data, notamment à travers les mots-clés et les volumes de recherche, de l'audience, qu'est-ce qui l'intéresse. Donc ça vaut de l'or. C'est ça. Et je rebondis juste un peu sur une question que j'ai vue dans le chat qui m'a un peu attiré l'œil. On me demandait pourquoi est-ce que je ne mets pas des call to action à la fin de chacun de mes articles. Pareil, je pense à la personne qui est en train de lire mon article. Si je ne suis pas dans par exemple, la personne qui a cherché emoji LinkedIn, je ne vais pas pouvoir lui vendre Wallaxy. Ou du moins, si je commence à lui vendre Wallaxy, pour moi, je vais être dans un forcing complet de lui vendre ma solution alors qu'elle n'est pas venue pour ça. Donc, je vais plutôt faire des call to action en fonction de l'intention de recherche, en fonction de ce sur quoi je suis, et je vais plutôt l'amener sur un chemin. Par exemple, la personne va chercher emoji LinkedIn, je vais lui dire « Ah, tu cherches à mettre des emojis dans ton profil LinkedIn ». Et c'est dans profil LinkedIn que je vais l'appeler un autre call to action jusqu'à l'amener de manière progressive sur Wallaxy. Mais je ne vais pas balancer des call to action partout. Et du coup, un autre tips pour vraiment avoir un contenu qui fonctionne bien, c'est travailler le champ lexical du contenu. C'est-à-dire qu'il y a certains mots à mettre dans son texte pour déjà mieux faire comprendre à Google de quoi on parle et aussi répondre à ces fameux critères SEO. Ça va renforcer la sémantique en fait et de ton article et clairement, en très peu de lignes, on va comprendre de quoi tu parles. Et c'est le but de vraiment renforcer le champ lexical. Pour le renforcer, moi, j'utilise l'outil 1.fr qui est pas mal. En gros, il donne une liste de mots à mettre dans le contenu. Et du coup, SEMJ le fait aussi avec un peu plus de data sur pareil, tu mets toi à mettre ces mots-clés-là dans ton texte pour qu'au niveau SEO, il soit OK au niveau des critères et qu'il y ait un bon score d'optimisation, entre guillemets, ce qui permet de rivaliser avec peut-être les 3 premiers résultats. Oui, parce que tout l'enjeu après, c'est d'offrir à son audience un contenu qui est meilleur que les concurrents. Pour s'assurer d'être meilleur que les concurrents, faut-il encore se donner les moyens de couvrir l'ensemble des thématiques, quoi. Donc ça, c'est très clé. Et ensuite, donc je vous en parlais tout à l'heure, mais forcément, en SEO, le maillage interne est super important. Donc, le fait de faire un lien vers un de ces autres articles de blog. Et c'est super important pour le SEO, ça booste beaucoup. Mais pour moi, comme je disais, faire du lien, ça doit avoir du sens. Et si la personne, on est en train de lui parler de prospection LinkedIn, ça me semble hyper logique de le renvoyer vers, voilà, c'est quoi les meilleurs messages pour prospecter, c'est comment faire une bonne campagne de prospection, avoir un profil LinkedIn optimisé. Mais si je le renvoie vers le camping dans lequel je vais passer mes vacances, ça n'a aucun intérêt. Donc, faire du lien pour faire du lien, c'est non. Mais faire du lien dans le but d'apporter de la valeur ajoutée vraiment à la personne et de lui dire « Hey, on est expert dans ce sujet et si tu veux en savoir encore plus, on est aussi bon là-dedans. Et on est aussi bon là-dedans et on peut aussi t'accompagner sur tel sujet. » D'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus. Le maillage interne, alors surtout quand vous avez plusieurs milliers d'articles de blog, ça peut vite être compliqué de le gérer. Mais il faut savoir que c'est une tactique qui est potentiellement la plus sous-estimée et qui apporte le plus de résultats. Donc la moins utilisée et qui apporte le plus de résultats. Demain, quand vous avez un grand nombre de contenus, plusieurs centaines de contenus éditos notamment, vous mettez en place ce maillage interne, rien que ça, vous allez avoir des gains de dingue. Donc je peux que vous recommander en effet, comme dit Amandine, de bien y penser, parce que très souvent, ça peut être compliqué dans son processus de rédaction, on ne le met pas, mais au final, ça vaut vraiment le coup, quoi. Et ensuite, tu as un autre type sur la réoptimisation, je crois. Exactement. Du coup, produire du contenu, c'est bien. Là où il y a vraiment une vraie opportunité, c'est d'aller remettre à jour ses anciens contenus. Dans le sens où tu as déjà publié ton article, il a déjà fait 50% du taf parce qu'il est indexé, il est dans Google, il a atteint une certaine position. Et aujourd'hui, il y a un potentiel de dingue à aller déjà mettre à jour ton article déjà pour s'assurer, est-ce que ton tutoriel il est toujours fonctionnel, est-ce que ce que tu dis est toujours bon, mais est-ce que l'intention de recherche, entre-temps, elle n'a pas changé. Nous, c'est ce qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps. On était premiers sur prospection LinkedIn. On s'est fait reléguer à la position 7. On s'est dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, l'intention de recherche avait complètement changé. Il cherchait plus un outil, il cherchait des bonnes pratiques. Et du coup, on a dû réaxer tout notre contenu autour de ça. Et hop, on est repassé premier. Et du coup, le gain qu'on a eu est majeur dans le sens où on reste premier sur notre mot-clé vraiment phare. On gagne encore plus de trafic SEO depuis. Et en plus de ça, on n'a pas eu besoin de recréer de zéro. On l'a vraiment juste optimisé, remis à jour et on s'est assuré que le contenu répondait à la bonne intention de recherche. Donc, produire du contenu, c'est bien.
mais pensez aussi à réoptimiser vos contenus existants, autant en termes de score SEO que d'intention de recherche, que d'actualité dans vos articles. Vos contenus, c'est un peu comme un potager, il faut en prendre soin dans le temps. C'est ça, exactement. Du coup, si on résume, clairement, les tips pour avoir un bon contenu SEO, c'est l'intention de recherche avant tout. On pense à l'utilisateur avant de penser à Google. On fournit de la valeur ajoutée et on met pas de bullshit dans ces articles. Si on fait du lien, c'est qu'ils ont du sens. Et créer du contenu, c'est bien, mais l'optimiser et le mettre à jour, c'est encore mieux. Super. Et d'ailleurs, souvent dans les études content marketing, on voit que parmi les top challenges, il y a un challenge récurrent autour de la mesure du résultat, la mesure de la performance des contenus, puisque, comme on voyait, produire plusieurs milliers d'articles, bon, ça coûte du temps, donc ça coûte de l'argent. Toi, quels sont justement, côté Wallaxy, je dirais, comment vous faites pour suivre la performance en fait, de vos contenus? Alors, pour suivre la performance de mon contenu, je t'avoue qu'on va pas vraiment passer des heures et des heures à le faire, entre guillemets, dans le sens où déjà un petit peu mentalité startup où on passe plus de temps à faire qu'à analyser. Donc, plutôt que des fois, je me suis perdue en fait à vouloir tout analyser et prendre le temps de tellement regarder si ça marchait, à oublier que pour que ça marche, il faut faire. Donc, je me suis fixé vraiment trois KPI SEO. C'est déjà, le premier, c'est mon trafic SEO par jour. Alors, pourquoi trafic SEO par jour? Parce que c'est ultra important pour moi de vérifier si tous les jours, j'arrive à attraper un peu plus de visiteurs. Et surtout, est-ce que le trafic que j'ai par jour, il est différent, par exemple en week-end et en semaine? Ça me permet aussi de pouvoir projeter mon trafic mensuel. Tu vois, si je me dis, OK, je fais à peu près 7 000 par jour en semaine, 3 000 le week-end, j'aurai à peu près un projeté à temps. Et en plus, ça me permet aussi de savoir, d'expliquer une baisse, tu vois. Plutôt que de m'affoler, de regarder que mois par mois, de dire, OK, mon trafic, il est en baisse. Ah ouais, mais mardi, c'était férié. Enfin, un simple exemple, mais qui peut parfois débloquer pas mal. Ensuite, je regarde mon pourcentage en gros, la part de mon trafic généré par mes langues automatiques. Alors, ça prend combien de place sur mon trafic SEO? Et je regarde, mon trafic SEO mois par mois, et je le regarde mois par mois, mais par langue. Est-ce que mon trafic italien en mars et en avril et en mai, il augmente? Et tu as déjà observé d'ailleurs à un moment donné des baisses, comment les expliquer, comment réagir? Oui, on a déjà observé des baisses. Par exemple, mon trafic italien fonctionnait depuis 6 mois, super bien. Okay. Du jour au lendemain, boum, il se casse la gueule. Boum, il se casse la gueule, il n'y a plus rien. Et en fait, du coup, on allait regarder un peu plus ce qui se passait. Et c'était les intentions de recherche qui avaient changé sur la majorité des mots-clés qui nous généraient du trafic. Ça nous est aussi, en ce moment, ça nous arrive aussi, forcément. On a le blog en russe, donc oui, forcément, on a aussi une baisse à ce niveau-là. Et sinon, souvent, on a des baisses liées à quand les gens sont là ou pas aussi, tout simplement. Alors là, en ce moment, les gens sont un peu plus calmes. Je sais pas, tout le monde a envie de partir en vacances, je pense. C'est l'arrivée du printemps. C'est l'arrivée du printemps, il n'y a plus personne. D'ailleurs, je crois que tu pars toi aussi bientôt en vacances. Tout à l'heure, là. Alors, et si tu avais un dernier conseil à nous donner, ça serait quoi du coup? Alors, tout dernier conseil à donner. Si vous avez un peu de budget et que vous voulez lancer votre blog dans une langue, enfin à l'international, vous allez vous servir du SEA pour booster le SEO. En fait, comment je vois la chose, c'est pour moi, quand tu lances le SEO dans un nouveau pays, il faut aussi que tu regagnes un peu cet aspect légitimité, crédibilité, notoriété. Et comment je vais le faire et comment je vais faire passer aussi un message à Google, c'est que moi, je vais utiliser le Google Display pour attirer du trafic en masse dans la langue, pour dire un peu à Google et aussi au marché, hey, on se lance en portugais. Donc, je vais lancer le Google Display. Sur la slide suivante, je vous montre un petit exemple déjà de visuel déjà qu'on partage. Et en dehors de ça, pour donner une idée de budget, pour 1 000 €, je vais générer à peu près 29 000 utilisateurs dans la langue. Ce qui va me permettre de déjà lancer mes 10 articles traduits dans la journée. Par-dessus, je rajoute mon display avec une grosse masse de trafic. Et en fait, je fais un gros appel en disant « Hey, je me lance dans ce marché-là. Et oui, je suis tout aussi bon qu'en France. Et salut les gens qui habitent au Portugal. On est aussi là sur votre secteur. On commence à lancer
à lancer du contenu autour de LinkedIn dans votre langue. Le display, ça me permet donc déjà d'attirer massivement du trafic pour pas beaucoup, enfin une somme quand même relativement faible par rapport au gain. Ça me permet de scale et d'optimiser rapidement, dans le sens où j'ai un template. Clairement, j'ai mon visuel qui est fait, j'ai juste à changer la phrase, je la change dans la langue et je lance mon display et j'envoie un gros message. Donc, j'ai le contenu, j'ai le trafic. Salut, j'arrive dans ton pays, quoi. Et là, typiquement, par exemple, les pubs, tu renvoies vers une landing page qui pousse à faire de l'inscription vers l'outil ou c'est vers les contenus édito? Je pense que sur le SEO, je vais plutôt pousser sur la landing qui, elle aussi, Ouais, va être traduite dans la langue. ouais. Ok. Et là, potentiellement, donc vous avez des sign-ups, les gens reviennent après sur l'outil, vous avez les contenus et tout ça, ça fait un effet boule de neige potentiellement qui aide le SEO à bien fonctionner, quoi. C'est ça. On a aussi une petite série quand tu t'inscris sur Wallaxy, une petite série d'emails qui vont suivre à différents jours de ton inscription. Et on va pousser aussi des articles de blog pour montrer qu'on a de la valeur aussi sur notre blog. Super. Top. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tout ce partage de ce que vous avez fait en fait chez Wallaxy. On voit que ça fonctionne, donc c'est vraiment top. Je vous propose, alors je vois que l'heure tourne, on est un peu en retard sur le planning. On va essayer de prendre une ou deux questions, notamment celles qui ont le plus de votes. Attendez, hop. Donc, Amandine, tu as une question d'Amandine. Celle qui a le plus de votes. Une langue égale une vue. Alors là, je pense qu'on parle de Google Analytics. Avez-vous rencontré un cas où deux pays partagent une même langue? Par exemple, justement, Portugal, Brésil. Et si oui, comment vous analysez justement le fait qu'il y ait deux pays pour une langue, quoi? Du coup, forcément, on a fait le choix d'analyser par langue et par pays, justement pour cette raison, notamment pour la langue portugaise qui captait plusieurs pays. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va analyser le trafic à la langue, comme ça ne pose pas de problème. Et si vraiment on veut plus de détails, on va aller regarder c'est quel pays qui est le plus, dans lequel ça fonctionne vraiment le mieux. Pour nous, c'est le Brésil, forcément, au nombre de personnes qui y vivent, par rapport au Portugal. Mais en gros, on analyse à la langue, comme ça nous évite des erreurs aussi. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Vous êtes plutôt, votre KPI prioritaire de performance, c'est la langue et non le pays, alors que dans plein d'autres entreprises, on va plutôt fonctionner par pays. Oui. Ça, je trouve cette différence très intéressante, qui est très, je dirais, linguistique first, quoi. Notamment liée à la stratégie de contenu. Ensuite, on a une autre question pour les sites français France et français Suisse. Est-ce que prendre le contenu du site .fr et le copier sur le site en .ch/fr revient à du duplicate content? Ça, c'est une question de Manon. J'ai l'impression que sa question, c'est de dire, OK, moi, j'ai du contenu français sur un site français, mais j'ai aussi un autre site web en .ch. C'est quoi la bonne pratique pour la même langue de contenu? Alors, du coup, est-ce que tu penses que son contenu est aussi en français? Oui. En fait, j'ai un contenu français sur un .fr, j'aimerais le mettre sur mon .ch. Pour moi, effectivement, si je copie-colle, ça serait du duplicate et peut-être que tu vas aussi te cannibaliser dans le sens où moi, ça m'arrive d'avoir mon blog en anglais qui va se référencer sur une requête française. Et du coup, forcément, si tu publies deux fois le même article, qu'importe que ce soit sur un sous-domaine différent, tu vas t'auto-concurrencer et tu vas aussi faire du duplicate et tu as un risque aussi de cannibalisation, entre guillemets. Ouais. En effet, hein, si on fait juste le copier-coller, c'est un gros problème. Par contre, en HTML, il y a la balise hreflang qui permet justement de faire cette jointure entre les deux sites web, le contenu français en France et le contenu français en Suisse, avec la balise hreflang. C'est un peu comme une balise canonicale. Vous allez pouvoir faire le lien Manon. Google comprendra très bien qu'il s'agit d'un contenu localisé. Et on a une autre question, et après on va devoir rendre les armes, hélas. Une question, vous utilisez des KPI pour vous assurer… Ah oui, en gros, quels sont les KPI que vous utilisez pour vous assurer que le trafic est pertinent, trafic qualifié? Je vais aller regarder, je vais différencier déjà le trafic à but trafic et le trafic à but conversion. Et ça va dépendre de mon intention. Si effectivement je veux juste dans un premier temps générer du trafic, je vais pas forcément regarder si c'est des mots-clés à forte intention de conversion ou pas.
Et si je passe dans une phase 2, bah là, je vais plus aller regarder, OK, c'est quoi les mots-clés aujourd'hui qui me génèrent du trafic? Et si j'ai pas assez d'intention de conversion, je vais aller chercher peut-être des mots-clés avec moins de volume, avec une requête plus longue, donc une requête longue thread. Et là, je vais aller chercher une intention de conversion plus forte. Oui, tout à fait. Il faut savoir que d'ailleurs, souvent, les internautes passent un peu 90% à s'informer et seulement 10% de leur temps à convertir. Donc, les deux sont importants. Bah, merci beaucoup à toi, Amandine, pour ce partage d'expérience. J'espère que ça vous a apporté plein de conseils pour soit mettre en place, soit améliorer votre stratégie SEO internationale. Alors, il y a encore plein de questions auxquelles nous n'avons pas le temps de répondre. N'hésitez pas à contacter Amandine, par exemple, directement sur LinkedIn, hein, forcément. Et donc, la prochaine conférence, ce sera la conférence de Nicolas Mercatilli sur les intentions de recherche. Bah, justement, on en parlait un petit peu, mais comment bien analyser les intentions de recherche pour booster sa visibilité dans les SERP, comment les prendre en compte à la fois pour le contenu, mais également pour le netlinking. Donc, une conférence très complète sur ce sujet très précis où on sent que c'est un sujet très tendance, hein, les intentions de recherche, depuis 1 ou 2 ans. Et pour rappel, hein, on parlait pas mal d'outils sur l'optimisation sémantique. Donc, pour rappel, justement, SEMJ est un outil qui vous permet d'optimiser votre stratégie de contenu. Et donc, il y a une offre spéciale à moins 15%. Donc, n'hésitez pas à en profiter en faisant une demande de démo. Donc, prochaine conférence, 11h30, 10 minutes de pause. Et donc, pour accéder à la conf, vous aurez votre lien d'accès dans vos mails, on vous le rappelle. Donc, allez dans vos mails pour cliquer sur le lien pour rejoindre la prochaine conf. Merci à tous et merci à toi, Amandine. Salut. À très bientôt.